Il y a une volonté de détruire la famille, qui est là, c'est le noyau, évidemment, de toute civilisation. Ont-ils l'impression que les rapports entre les hommes et les femmes se sont améliorés depuis 50 ou 60 ans? Ont-ils l'impression que depuis l'instauration de la pilule du divorce, les rapports entre les hommes et les femmes se soient améliorés? Et ont-ils l'impression que depuis que les femmes sont sur le marché du travail, il y a une amélioration des rapports entre les hommes et les femmes? Choisissez ce qui est difficile. Et qu'est-ce qui est difficile de nos jours? Rester fidèle, s'engager, prendre des risques et pas tomber dans l'espèce de bassesse où on nous dit que la pornographie c'est rien de mal. Mais si vous voulez continuer à aller dans la décadence en pensant que c'est cool d'avoir plein de filles, vous vous trompez. Bonjour Monsieur Mestre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes un jeune éditeur et le fondateur de la chaîne Altéro Philo, sur laquelle vous animez des débats politiques avec des experts de différents horizons. On vous reçoit aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'Hôtel Bristol de Genève pour explorer différentes thématiques autour de la question de la libération de la femme et du féminisme, mais avec une perspective enracinée dans la tradition. En effet, vous avez une vision plutôt originale des questions liées au rôle de l'homme et de la femme dans la société, puisque vous vous intéressez à la philosophie thomiste, donc de saint Thomas d'Aquin, qui est l'un des principaux maîtres de la philosophie scolastique et de la théologie catholique. Ma première question va être un peu challengeante. J'aimerais savoir s'il est possible de réconcilier cette vision thomiste de saint Thomas d'Aquin avec les demandes, les revendications actuelles pour l'égalité des sexes, avec le féminisme tout simplement. Est-ce que c'est possible de réconcilier les deux? Alors la réponse est non. Mais tout d'abord, peut-être avant que je développe, je vais quand même préciser certaines choses. Lorsque j'évoquerai les hommes ou les femmes, j'évoquerai cela de manière in abstracto, donc les hommes, les femmes en général, et pas in concreto, c'est-à-dire tel homme ou telle femme. La chose à prendre en compte par rapport au in concreto, on le voit très bien, par exemple, une médecin a des subordonnés qui sont probablement des hommes. Même chose pour une institutrice qui a des enfants, qui a des élèves garçons, etc. Ensuite, par rapport aux revendications actuelles, pour faire simple, les revendications actuelles sont les suivantes. L'égalité. L'égalité qui tend vers l'indifférenciation. Or, que nous dit saint Thomas, que nous dit de manière générale l'Église catholique, c'est qu'il y a un ordre naturel, donc une hiérarchie, et donc des inégalités. Chose évidemment qu'on ne peut pas concilier avec la vision actuelle du féminisme, je dirais des années 60, 70, jusqu'à nos jours. Donc, si je vous suis, ce que vous essayez de dire, c'est pas forcément que ma place, elle est à la cuisine, à faire la vaisselle. J'ai quand même une certaine légitimité à vous poser des questions à l'heure actuelle, même si je suis une femme. Ou bien est-ce que vous pensez, vous avez une vision plus radicale, disons, du retour à une société où c'est les hommes qui guident la société, qui mènent la société, et les femmes sont plutôt en retrait? Alors, pour que les gens qui nous écoutent puissent un peu situer pourquoi il y a cette phrase « la place de la femme est à la cuisine », cela vient d'un pasteur évangéliste d'Afrique. C'est une scène qui est devenue culte, en tout cas dans les milieux un peu dissidents, etc., même chez les jeunes, puisque maintenant on fait désormais des micro-trottoirs avec le début de la phrase « la place de la femme c'est », et les gens répondent, et des personnes ont la référence et d'autres pas. Ensuite, ça c'est évidemment mis en place dans le but de caricaturer et de dénaturer évidemment ce que j'essaie d'amener en tout cas vers une vision plus traditionnelle et naturelle entre l'homme et la femme. Donc non, la place de la femme n'est pas à la cuisine, mais la place de la femme est en tout cas, oui, je dirais au foyer. En tout cas, proche des enfants, dans un milieu, pas fermé, mais en tout cas protégé. On le voit de manière, pour les arguments plutôt philosophiques, le sexe de l'homme, le pénis, est à l'extérieur. Le sexe de la femme est à l'intérieur. Donc il y a toutes ces choses qui sont à prendre en compte dans notre vision globale entre l'homme et la femme. La femme, son ovule, n'est-ce pas, les ovules, c'est toujours le même. Elle est réglée. Alors que l'homme, lui, tous ses spermatozoïdes sont mobiles. C'est lui qui va chercher, c'est lui qui féconde. Et donc, je dirais que la place de la femme n'est pas à la cuisine, mais elle est assurément auprès du foyer. Ça, c'est une chose qui est sûre. Et on tend à vouloir, on va l'aborder, je pense, un peu plus après, mais à vouloir sortir
la femme du foyer et le mettre dans une condition d'obligation d'être sur le marché du travail. On le voit évidemment avec les congés menstruels qui ont été récemment mis en place dans le canton de Fribourg. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces congés menstruels? De quoi s'agit-il exactement? Alors, il y a une volonté de permettre à la femme de prendre un congé en raison de ses règles, qui sont très souvent douloureuses, n'est-ce pas? Enfin, ça, je ne le sais pas, mais en tout cas, je le soupçonne. Et donc, ça permettrait aux femmes de prendre congé, mais de revenir quelques jours plus tard, dès que les règles sont passées. Mais ce qu'il faut comprendre derrière cela, comme derrière les congés paternité, c'est qu'il y a une volonté d'enfermer les femmes sur le marché du travail. Alors que la place de la femme n'est pas sur le marché du travail. Je pense que de manière générale, ça nuit à l'anthropologie. Ça met en concurrence les hommes et les femmes. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, et j'aimerais que les gens qui nous écoutent et qui, je l'espère, sont de bonne foi, comprennent, je ne remets pas en question les qualités de la femme sur le marché du travail. Évidemment que les femmes sont tout à fait compétentes, et ça se voit au quotidien, d'accomplir nombreux métiers. Pas tous. Ça aussi, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Notamment tous les métiers manuels, il y a très très peu de femmes. C'est quasiment inexistant. Donc en fait, si je suis votre raisonnement, la révolution sexuelle et l'entrée des femmes sur le marché du travail, après la Seconde Guerre, n'a pas forcément libéré la femme, contrairement aux messages qu'on véhicule aujourd'hui dans les médias, qu'on entend beaucoup, on entend beaucoup ce lien en fait entre l'entrée de la femme sur le marché du travail et la libération de la femme dans sa globalité en fait. Et vous pensez que c'est le contraire. Et vous parlez justement de cette contraception, du droit à l'avortement. Vous avez évoqué ces sujets sur votre chaîne YouTube philosophique. Ce sont des concepts, des phénomènes qui sont vus comme des droits fondamentaux des femmes, l'avortement, l'accès à la contraception. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? En ce qui concerne la pilule, introduite par... la pilule, l'avortement, c'est Simone Veil, en tout cas en France, et la pilule, c'est Lucien Neuwirth, divorce Alfred Naquet. Mais ce qu'il faut comprendre aussi derrière cela, c'est que ça change l'anthropologie. Et là, on va sortir, je dirais, des milieux catholiques, etc. Mais si on prend un exemple assez simple, il y a des études qui ont été menées qui expliquent que justement, le fait de prendre la pilule change la perception qu'une femme a de son mari et change non seulement cela, mais aussi ses désirs sexuels. Et donc, maintenant, ce qui est recommandé dans les milieux dits conservateurs, c'est que la femme arrête de prendre la pilule 6 mois avant le mariage, parce que justement, ça va modifier la perception que la femme a de son mari. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que derrière tout cela, il y a une volonté. Il y a une volonté de détruire la famille, qui est là, c'est le noyau, évidemment, de toute civilisation, c'est la famille. Et on veut détruire cela à travers l'avortement, la pilule, le divorce. Ce sont les révolutionnaires qui ont introduit le divorce en 1792, alors qu'avant, c'était interdit. Je rappelle aussi, selon aussi les travaux du neuroscientifique René Cochard, que nous sommes une espèce monogame. Et qu'est-ce qui a aboli la polygamie et l'avortement? C'est le christianisme. C'est le christianisme qui est venu sublimer, je dirais, les acquis et permettre aussi une certaine protection de la femme à travers le mariage, à travers la maternité, qui sont des choses précieuses et qui sont des choses que notre époque tend à vouloir détruire ou reporter, puisqu'on le voit maintenant, on peut congeler ses ovocytes pour reporter sa maternité. Parce qu'évidemment, les exigences professionnelles l'imposent. Comme toujours, on met en avant en fait un progrès qui est en fait totalement une régression. La question que je pose aussi aux gens qui nous écoutent, c'est ont-ils l'impression que les rapports entre les hommes et les femmes se sont améliorés depuis 50 ou 60 ans? Ont-ils l'impression que depuis l'instauration de la pilule du divorce, les rapports entre les hommes et les femmes se sont améliorés? Et ont-ils l'impression que depuis que les femmes sont sur le marché du travail, il y a une amélioration des rapports entre les hommes et les femmes? Vous voyez, il y a tout un paradoxe, je trouve, dans notre époque, où on veut aussi, chaque année, on nous explique que les femmes arrêtent de travailler à partir du mois d'octobre, ou je ne sais plus précisément quelle est la période, elles commenceraient à travailler gratuitement, puisqu'évidemment, il y aurait des inégalités salariales. Mais c'est encore, tout ça est fait
pour mettre en concurrence les hommes et les femmes et nuire à l'anthropologie et nuire évidemment au rôle essentiel de la femme qui est la maternité. Et on veut aussi nous dire la maternité c'est mal, alors que la maternité c'est quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose d'exceptionnel qu'il faut mettre en avant et que, voilà, encore une fois, les médias indiquent le Sud. Donc tout ce que les médias disent, il faut théoriquement faire exactement le contraire. Pas forcément par principe, après réflexion, mais on nous dit ça de manière, mais tous les jours. Tous les jours, il faut congeler les ovocytes. Tous les jours, le fait d'avoir des enfants contribue au réchauffement climatique. La pilule est un progrès. Enfin, c'est absolument catastrophique. Et voilà, le terme que j'aimerais aussi que les gens se souviennent, c'est le terme d'intentionnalité qui se cache derrière tout cela. Alors là, on peut écouter par exemple une citation de l'abbé Charles Grimaud qui nous dit que la femme est moins forte physiquement. Quoi qu'en disent certains éducateurs modernes, le muscle n'est pas son fait. Elle est moins puissante intellectuellement, non pas que son esprit soit inférieur en qualité, mais il est moins apte à s'appliquer aux conceptions abstraites, le sentiment obstruant trop vite l'intelligence et rompant sans scrupule les séries logiques de la pensée. Mais elle est douée d'un cœur. Et je citerai après saint Thomas d'Aquin pour une phrase qui sera peut-être un peu plus piquante pour les auditeurs, mais je m'étonne aussi lorsqu'on dit par exemple l'homme et la femme n'ont pas la même intelligence. Tout de suite, les gens sautent, s'excitent et disent mais comment ça, vous insinuez que les femmes sont plus bêtes que les hommes? Non. Ce que je dis, c'est que l'homme et la femme ont des intelligences différentes. Et même cela, en fait, c'est quasiment, enfin, c'est devenu inacceptable de le dire. Alors que c'est tout simplement des choses qui se voient à l'œil nu. Comme je l'ai dit par rapport aux arguments scientifiques, la musculature, si un homme et une femme s'exercent de la même manière et s'entraînent de la même manière, il n'y aura pas les mêmes résultats. C'est pour ça que dans tous les sports, il y a des catégories différentes, puisqu'évidemment, la compétition n'est pas possible. Si vous regardez, encore une fois, les grands écrivains, les grands scientifiques, les grands chefs de cuisine, les grands architectes, la plupart sont des hommes. Et ça, c'est aussi factuel. Mais le fait de le dire, en fait, on est considéré comme misogyne, rétrograde, archaïque. Non. Et par rapport à ces inégalités, peut-être je pourrais ajouter un point. La force physique n'induit pas forcément de la maltraitance et de la tyrannie. Au contraire, la force physique engage en honneur, en loyauté, en protection. C'est ça aussi que notre époque ne veut pas voir. Elle pense que la force physique induit forcément de la maltraitance et de ça. Oui, il y en a, mais ça c'est parce qu'on appelle le péché original, parce que l'âme est blessée. Et donc, il y a des actes qu'il faudrait punir sévèrement lorsqu'il y a une violence qui est faite envers les femmes. Ça oui. Mais en revanche, la puissance physique induit évidemment des devoirs et pas seulement des droits. Et ça, évidemment, comme nous sommes dans l'époque des droits individuels et puis des devoirs, c'est des choses qu'on tend à oublier. Intéressant. J'ai pas eu l'opportunité de faire venir une féministe plus radicale pour discuter avec vous, mais je pense que si une féministe était là, elle vous accuserait peut-être d'être réactionnaire avec votre attachement, disons, à la tradition. C'est aujourd'hui le cas pour beaucoup de personnes qui sont attachées à la tradition, hein. On les accuse d'être réactionnaires. En quoi est-ce que vous vous différenciez des personnes qui sont à l'extrême droite? On peut penser à des groupes comme Némésis ou des hommes qu'on accuse aujourd'hui de masculinisme. En quoi est-ce que votre attachement à la tradition vous distingue justement de ces personnes-là radicales? Alors tout d'abord, rien ne différencie la féministe de gauche et de droite. Ce sont toutes les deux des révolutionnaires, et donc elles placent l'homme au centre de tout. Je n'ai jamais entendu une féministe de Némésis typiquement remettre en cause les acquis de 89. Elle ne parle pas non plus du patriarcat, dit patriarcat, qui n'existe pas. Elle ne parle pas non plus, que sais-je, des inégalités salariales, ou du droit à l'avortement, ou à la pilule. Elle parle un peu, sauf faire de PMA. Elles sont contre la prostitution, mais sinon, rien ne les différencie, si ce n'est une critique de l'immigration. Et s'il y avait une féministe dite de gauche, pléonasme, qui était ici, je lui demanderais s'il y avait
tout d'un coup une agression et qu'il était accompagné d'un homme, est-ce qu'elle attend que ce soit l'homme qui intervienne ou est-ce que ce soit la femme? Là aussi, il y a toute une hypocrisie par rapport aux rôles qui se font de manière naturelle, c'est-à-dire la défense, en règle générale, à moins de tomber sur un lâche, ce qui arrive de plus en plus. Mais j'ai l'impression que cette égalité revendiquée n'est qu'un point de vue matériel, c'est-à-dire faire 50-50 à la fin d'un restaurant. Tout bêtement. C'est juste ça. Et pour revenir peut-être au dernier point sur Némésis, ce qu'elle dit, c'est, comme les 68 tardent, jouir sans entrave. Donc laissez-nous jouir sans entrave, sauf qu'on ne veut pas être dérangé par l'immigration extra-européenne lorsqu'on sort le soir, lorsqu'on bat dans la rue. Elle ne prône pas non plus la piété, ou la modestie, ou l'élégance par rapport aux tenues. Voilà. Les valeurs finalement qui étaient véhiculées par la tradition et que toutes les traditions du monde ont donné et transmis à la femme. Il n'y a pas que le thomisme et puis le catholicisme qui ont transmis ces valeurs. J'ai amené ici une citation des préceptes pour les femmes. C'est un ancien guide chinois pour cultiver les vertus féminines traditionnelles et il est dit que les femmes se doivent de cultiver la modestie et la douceur. Donc il semble vraiment que cette vision elle soit un petit peu commune à toutes les cultures du monde, que la femme elle avait cette nature douce, tendre, avec une certaine déférence pour son mari, et que l'homme était celui qui guidait, qui menait, qui était le leader, disons, pour avoir cette harmonie et cet équilibre. Mais c'est ce que j'avais au début, c'est-à-dire c'est la loi naturelle. Donc c'est-à-dire qu'il y a une naissance de l'homme et de la femme. On le voit aussi, comme je l'ai dit, par rapport au point de vue neuroscientifique. Deux chromosomes distincts, X pour la femme, XY pour l'homme. Et donc deux natures différentes. Et donc évidemment que l'enfant, lorsqu'il grandit, va évoluer de manière différente. Notamment le petit garçon. Le petit garçon va être beaucoup plus attiré par les jouets, les voitures, etc. Alors que la petite fille, plutôt pour les contes de fées. Alors ça peut paraître cliché, sauf que ce sont des neuroscientifiques qui l'ont démontré. Je vous enverrai aussi les sources, car je sais que les gens ont besoin de sources. Mais les choses qui peuvent paraître clichés, malgré tout, viennent de quelque chose qui est tout à fait naturel, d'une essence. Et ça, encore une fois, puisqu'on est dans l'existentialisme, dans le nominalisme, pardon. Donc en gros, ce verre d'eau n'est pas un verre d'eau, ce verre d'eau est un verre de vin, puisque ce que je dis est, alors que non. Peut-être encore un point à ce sujet, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont dans l'attente d'un discours comme le mien et qui n'osent pas le dire, parce que justement c'est politiquement incorrect et surtout c'est combattu de manière générale par quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde. J'ai peut-être aussi une citation de Léon Bloy, penseur du 19e, début du 20e, sur justement l'essence de la femme. Plus une femme est sainte, plus elle est femme. Plus une femme est sainte et plus elle est femme. Donc plus, évidemment, elle s'inscrit dans sa féminité et plus elle sera aussi respectée et hissée, je dirais. Il suffit de voir la manière dont les jeunes femmes s'habillent de nos jours. Ce sont des appels à la vulgarité, ce sont des appels aussi aux pensées mauvaises de la part de certains hommes. Encore une fois, je ne légitime pas les agressions dues à des tenues qui seraient inappropriées, surtout pas, parce que je sais qu'on va vite faire des raccourcis, mais néanmoins, il y a une modestie et une piété dans les tenues féminines qui doivent être aussi mises en avant. Je pense que vous l'avez vu aussi, il y a un phénomène aux États-Unis qui s'appelle le tradwives. Donc ça aussi, on est dans le cliché, c'est-à-dire on est dans les femmes des années 60, etc., de la femme à la maison. La question se pose beaucoup moins de nos jours pour la raison simple, c'est qu'un salaire ne suffit plus pour pouvoir subvenir aux besoins, ou très difficilement. Je connais des personnes en France, par exemple, qui ont 8 enfants, mais c'est un sacrifice. Ils n'ont pas un salaire exorbitant, mais c'est un sacrifice. En Suisse, avoir 8 enfants, je pense que c'est très, 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 très compliqué, à moins d'avoir un salaire qui le permette. Hélas, je crains que ce soit de plus en plus difficile de nos jours. Et là encore, l'intentionnalité, il y a une politique derrière tout cela. Notamment, je ne sais pas si à Genève c'est le cas, mais je crois que sur Vaud et sur Valais c'est le cas. Au niveau des impôts, si vous êtes marié, vous allez payer plus d'impôts que si vous êtes en concubinage. Pourquoi ?
C'est une absurdité. Il devrait y avoir justement le fait que l'État encourage à avoir des familles structurées, car on sait aussi, ça aussi je vous enverrai les statistiques, mais ça a été dit par tout le monde, par des milieux conservateurs, mous, pas forcément contre-révolutionnaires, mais que justement s'il y avait l'absence du père dans le foyer, ça contribuait grandement au fait qu'il y ait plus de criminels dans la société. Donc si on était logique avec ce raisonnement, sans aller dans des considérations théologiques, on pourrait simplement considérer que pour le bien-être de la société, de l'État, l'État aurait intérêt à à favoriser ces familles pour qu'elles soient nombreuses et structurées, hiérarchisées. Or, c'est tout le contraire. Ça devient le chaos de plus en plus, où des femmes ont 3 enfants avec 3 maris différents. Je ne suis pas là pour juger, mais néanmoins, ça interroge. Quelle est la place du père dans de telles situations? Quelle est sa légitimité? Et donc, quel est son rôle? Et est-ce que ce genre de situation ne déstabilise-t-elle pas, les enfants dans leur croissance, que ce soit physique évidemment, mais aussi intellectuelle, pour avoir un bon équilibre? Oui, c'est indéniable en tout cas que les, les familles divorcées ont tendance, alors tout dépend bien sûr après de l'éducation qui est apportée par la mère célibataire ou le père qui élève son enfant, ce qui est plus rare, mais c'est vrai que les études en Amérique ont vraiment montré que les enfants qui étaient issus de familles divorcées avaient beaucoup plus tendance à se tourner vers la délinquance pour les hommes, et non pas vers la prostitution pour les femmes, mais c'est plutôt que les femmes allaient avoir tendance plus tard, les jeunes filles allaient avoir tendance à reproduire en fait le schéma familial, c'est-à-dire à avoir des enfants hors mariage et à élever à nouveau, donc à perpétuer finalement ce cycle dans lequel notre société semble s'inscrire. On a vraiment les familles qui sont détruites. Moi, une question que je me pose, c'est est-ce que tous ces enseignements qu'on transmet aujourd'hui dans les écoles pour inciter les jeunes à se poser la question de leur identité sexuelle. Les petits garçons peuvent être des petites filles s'ils le ressentent, les petites filles peuvent être des petits garçons s'ils le ressentent. Est-ce que cet enseignement, finalement, véhiculé un peu partout dans la société, ne contribue pas à favoriser justement une sorte de confusion et à rendre justement les familles instables, à rendre les femmes plus masculines, les hommes plus féminins, et à inverser ces rôles? Et est-ce que ça contribue pas finalement à une perte d'harmonie, celle que vous recherchez justement? Oui, bon déjà il y a plusieurs phénomènes. Il y a le phénomène trans, qui est évidemment mis en avant, que ce soit à travers l'OMS, à travers l'Agenda 2030, à travers d'autres programmes bienveillants, n'est-ce pas? Et bien là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça crée la confusion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus, comme on l'a dit, plus l'environnement est sain, plus l'enfant aussi, que ce soit la petite fille, va regarder sa mère et le petit garçon va regarder son père pour être un homme. Et je vais répondre à votre question, je fais encore une autre parenthèse. Dans l'Ancien Régime, les enfants étaient confiés à leur mère jusqu'à 7 ans, et ensuite ils étaient confiés à leur père, pour justement qu'il y ait la structure, que l'homme vienne encadrer, alors que la mère a tendance à être plus souple, plus tendre, plus arrondi, alors que l'homme, plutôt non. Ensuite, oui, il y a une intentionnalité derrière cela, puisque cela crée la confusion. Il y a aussi une sexualisation de l'enfance et une destruction de l'innocence, à travers les programmes qu'on a vus aussi notamment à Genève, ou même encore en Belgique, avec le programme EVRAS. À Genève, je ne sais plus le nom précis de ce programme, mais des choses absolument catastrophiques. Et là, on veut créer la confusion chez le petit garçon et la petite fille pour créer des êtres transsexuels. Et quand on dit transsexuel ou transition de genre, je rappelle à nos gens qui écoutent que ça n'existe pas. Ça s'appelle une stérilisation par mutilation, pour être précis. C'est irréversible. On ne peut pas aller à l'encontre de la nature. Surtout qu'il y a des séquelles catastrophiques, notamment lorsque le trans devient adulte. Il doit prendre des médicaments constamment pour justement que ses hormones soient toujours bien réglées ou bien déréglées. Et par rapport aux enfants, ils ont des bloquants au niveau des hormones qui sont mis en place. Mais c'est sûr que cela crée de la confusion et ça, progressivement, malheureusement, détruit totalement la féminité et la masculinité, que ce soit chez le petit garçon
ou je suis la petite fille. Je pense que se poser des questions est normal, mais d'insister à ce point, je pense plutôt qu'il serait nécessaire de rassurer et de remettre sur le bon chemin, plutôt que de continuer à créer la confusion. Et là, c'est ce qui est en train d'être fait. Et je pense que... Et je m'étonne du silence de la plupart des parents quant à cette situation absolument catastrophique. Bon, le silence est partiel parce qu'il y a le collectif Parents à Genève qui justement s'insurge de ce qu'on voit actuellement passer dans les médias notamment. Voilà, il semblerait qu'eux aient réagi. En tout cas, il y a des voix qui commencent à s'élever par rapport à ça. Oui, mais encore une fois, c'est souvent une minorité. Bon, comme toujours, hein, c'est la minorité qui fait l'histoire. Mais c'est tard. C'est tard. Vous voyez, c'est un peu comme les personnes qui se réveillent 3 ans après le rhume 21 et qui se disent « Ah mince, peut-être qu'en effet, oui, mais c'est trop tard. » C'est-à-dire que les masses sont toujours d'hier ou d'avant-hier. Et qu'il faut toujours essayer en tant que penseur ou peu importe, d'être à l'avant en fait de la masse pour orienter. Donc évidemment maintenant des voix se réveillent, mais le programme il est déjà dans les rouages, c'est déjà là. C'est déjà là. Et les conséquences, je pense on peut déjà les constater. Lorsqu'on explique à un petit garçon par exemple que faire l'amour dans les fesses, c'est pas très grave, ce genre de choses. Là encore une fois, on voit aussi l'intentionnalité et tout le programme qui est anti-catholique. Anti-chrétien. Le plaisir, si on a, ça c'est l'abbé Charles Grimaud qui le dit, mais s'il y a du plaisir lors d'un rapport sexuel, comme lorsqu'on mange quelque chose, c'est que c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Donc ce que ça veut dire, c'est que s'il y a du plaisir à avoir un rapport sexuel, c'est parce que justement c'est pour perpétuer l'espèce, c'est pour qu'il y ait une descendance. Même chose pour la nourriture, c'est parce qu'il faut bien vivre et survivre. Et ça ne doit pas être utilisé justement comme un plaisir abusif et excessif. Parce qu'évidemment, après, on va vers toutes les dérives. Notamment avec ce genre de programme qui nous explique que faire l'amour dans les fesses, c'est quelque chose de tout à fait bon, c'est rien. Alors qu'en plus, voilà, faire l'amour dans les fesses, ça ne donne pas la vie. Il n'y a pas de vie après. Tout s'articule aussi autour de la politique de mort. Divorce, avortement, pilule, faire l'amour dans les fesses, c'est les termes qu'ils utilisent. Même chose aussi que interdit d'interdire, c'est aussi le libertinage, en général. La fidélité est quelque chose c'est ringard, la fidélité. Enfin. En tout cas, si on regarde les films d'aujourd'hui, l'infidélité est beaucoup mise en avant. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les thématiques en lien mais tout simplement avec les relations hommes-femmes. Mais tout simplement la banalité du rapport sexuel. Moi, j'ai médité là-dessus un petit peu. Sommes-nous faits pour avoir plus d'un partenaire sexuel? Moi, je pense que non. Même par rapport aux neurosciences, l'être humain, l'espèce humaine, est une espèce monogame. Et je pense que c'est comme un réservoir, si vous voulez, l'amour. C'est pas un muscle, c'est un réservoir. Et donc, à force de l'utiliser, ce réservoir se vide. Et ce qu'on dit à travers les films, hein, Netflix, même vous regardez un James Bond, nous sommes passés de Sean Connery avec une scène à maintenant c'est quasiment 3 ou 4 scènes de rapports sexuels dans des films comme ça. Et ça conditionne. On le voit avec l'ingénierie sociale, ça conditionne les esprits. Vous regardez, ça c'est des expériences qui ont été faites aussi aux États-Unis. Lorsque vous avez un film où une personne fume et un film où une personne ne fume pas, ça aura des conséquences sur le comportement du téléspectateur. Et donc il aura plus envie de fumer s'il voit quelqu'un fumer. Je pense qu'on peut avoir les mêmes niveaux de réflexion avec un rapport sexuel. Ce sont des incitations, je dirais, au péché, hein, d'un point de vue catholique, mais des incitations, je dirais, à sortir de notre norme. Je ne pense pas que l'homme ni la femme soient faits pour avoir des pensées sexuelles tout le temps. Et je pense que ça nuit à l'anthropologie. Comme en venant ici, il y a beaucoup de trafic, beaucoup de bruit. Ça aussi, ça nuit à l'anthropologie. Je pense que l'homme et la femme, pour être harmonieux, doivent être fidèles et être dans le temps, s'inscrire dans une lignée. Or, on fait tout aussi pour détruire cette lignée. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites par rapport au comportement de la femme dans la société aujourd'hui.
et des hommes aussi, hein. Enfin, c'est pas qu'aux femmes que je pense qu'on doit s'en prendre. Je pense que, de façon générale, je pense qu'on peut s'en prendre à la société ou peut-être même aux hommes qui ont inculqué ces valeurs-là dans les esprits des femmes. Enfin, je parle de ceux qui ont fait la révolution sexuelle, la libération sexuelle. Il y avait aussi des hommes derrière ce phénomène. Donc, ouais, je pense que c'est important de mettre aussi l'accent sur le fait que les femmes sont plus victimes que les instigatrices de la dépravation. Enfin, elles sont un instrument, disons, de la dépravation de la société, mais elles ne sont pas les seules derrière ça. Je pense que tout le monde a contribué, en fait, à la perte de ces valeurs, et pas seulement les femmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on pense à Sartre, par exemple, qui justement maltraitait sa femme et puis la forçait à se donner à des hommes, si je me rappelle bien, et voulait justement cette dépravation. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont participé à la libération de la femme dans les années 60 qui prêchaient justement pour des femmes qui travaillent, pour des femmes qui soient libérées sexuellement, mais peut-être aussi avec une intention de perturber la société, de déstabiliser la société. Je sais pas si... Alors là, on vient peut-être sur un sujet plus piquant, puisque derrière cette question politique, il y a une question eschatologique, c'est-à-dire une question de fin des temps. Et donc, évidemment, certaines personnes contribuent à la destruction de ce qu'on appelle Édom. Édom, c'est Rome, donc la chrétienté. Et donc tous les outils révolutionnaires possibles sont mis en place. Donc le divorce est un outil révolutionnaire. L'avortement est évidemment un outil révolutionnaire et même un sacrifice. Ensuite, s'en est suivi la dite libération sexuelle, qui est au final un emprisonnement total de la femme, puisque les anciens, donc sous l'Ancienne Alliance, la polygamie et l'avortement et le divorce étaient tout à fait tolérés. Le christianisme a permis justement de sublimer tout cela et d'interdire le divorce, d'interdire l'avortement et de rétablir la monogamie. Or là, on est en train de défaire tout cela. Et comme je l'ai dit, je ne veux pas aller trop dans les détails pour des raisons évidentes, mais en tout cas, il y a une intentionnalité révolutionnaire. Donc révolutionnaire, comprenez révolution de 1789, pour détruire totalement le socle familial, le socle de l'homme et de la femme dans son essence. Et cela continuera comme cela. Je parlais des outils révolutionnaires, mais la pornographie. Vous avez déjà entendu une féministe remettre en question la pornographie ? Non ? Jamais. Alors que la pornographie détruit et nuit totalement, tout d'abord à la perception que l'on a d'un rapport sexuel. Cela démotive, cela démoralise. On n'a plus envie de sortir, puisqu'évidemment on fait toutes ces choses à l'intérieur, chez soi. On a la femme qui est totalement humiliée dans tous les rapports sexuels. Et ça, les féministes, typiquement, ne remettent jamais en question la pornographie. Nous avions la semaine passée sur la RTS une certaine dame, maintenant son nom m'échappe, elle a un nom en particules, qui nous explique que récemment, que si notre enfant a vu un film pornographique, il ne faut pas trop s'inquiéter. Ah bon, moi, je crois qu'il faut s'inquiéter. Et elle, à aucun moment de son intervention, elle ne remet en question le visionnage de films pornographiques. Et ça aussi, c'est un outil révolutionnaire. Quand on comprend que ce soit les acteurs, les producteurs, les réalisateurs, d'où ces choses viennent, on comprend l'intentionnalité. Je rappelle aussi, c'est un peu dans l'actualité, mais j'ai fait une vidéo à ce sujet sur la désexualisation de nos esprits. Le gouvernement israélien avait utilisé justement des scènes pornographiques et qu'elle avait permis de projeter justement en Palestine. Et ça déjà il y a 20 ans. Parce que c'est un outil merveilleux pour abrutir. Et là, on en voit les fruits, les fruits, si j'ose dire, les fruits pourris, puisque l'accès à la pornographie se fait de plus en plus jeune. Je voulais peut-être juste revenir sur une question en lien avec l'harmonie homme-femme, vous en parlez beaucoup, hein. Est-ce que saint Thomas d'Aquin parle également de la déférence de la femme pour son mari ? Je vous pose la question parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de féministes qui parlent d'une soumission inacceptable. Là, je pense que si elles vous entendaient parler de cette harmonie, pour elles,
c'est pas une harmonie en fait, que la femme soit soumise à son mari, c'est une désharmonie. Une femme ne devrait jamais être soumise à son mari de façon aveugle. Or, selon les anciens, le caractère humble et tolérant d'une femme permet d'équilibrer, justement, de tempérer le caractère fort et dominant du mari. Et le problème, c'est que si les deux veulent être dominants, il y aura forcément des conflits. Ou alors, si les deux sont doux et efféminés, il n'y aura pas de décision qui sera prise. Est-ce qu'on retrouve ça aussi dans la tradition catholique ? Alors tout d'abord, bon, les féministes préfèrent être soumises à leur patron plutôt qu'à leur mari. Ça, c'est une chose quand même à souligner. Ensuite, il y a évidemment une soumission qui doit se faire, mais c'est une soumission sous condition. La soumission, c'est pas humiliation, c'est pas violence, c'est une soumission sous condition. Et l'homme a des devoirs. Et ces devoirs, comme je l'ai dit, c'est la protection, c'est subvenir aux besoins de sa femme, être charitable, être aimant, être doux. Le Christ nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église était soumise au Christ. Mais il dit, parce qu'on cite toujours cette première partie, pour dire, vous voyez, le catholicisme est misogyne. Mais la deuxième partie, c'est Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Et donc, ce n'est pas une soumission aveugle, ce n'est pas une soumission sans condition, comme on peut le voir malheureusement dans d'autres fausses religions. Mais ici, c'est vraiment une soumission qui se fait sous condition. Et d'ailleurs, nous parlions du mariage, du divorce, mais l'homme et la femme, lorsqu'il y a les fiançailles dans un mariage catholique, se préservent. Ils n'ont pas de rapport sexuel. Et donc de nos jours, combien d'hommes sont d'accord d'attendre le mariage pour justement, entre guillemets, goûter les plaisirs, etc. Mais très peu. Et ça, c'est une manière de protéger la femme, en tout cas dans son être. Et là aussi, les féministes ne voient le contraire. De toute façon, je n'essaie pas de convaincre les féministes, je pense que c'est peine perdue. Mais de voir le contraire, au sens que, voilà, vous êtes libérés en ayant beaucoup de rapports sexuels, beaucoup de fois, vous êtes libérés. Mais libérés de quoi ? Libérés de quoi ? D'être utilisés comme malheureusement des serpillères. C'est terrible. Mais il y a ça aussi. Il y a en plus une hypersexualisation de notre société, à travers la musique, les films, l'habillement, enfin partout, les publicités, le marketing, et à la fois une misère sexuelle. Il y a ce paradoxe où il y a des hommes qui ont énormément de femmes, de prétendantes, d'autres, malheureusement, peut-être, je sais que c'est Pareto, 20% des hommes ont 80% des femmes, et malheureusement, voilà, ça crée de la misère, et ça crée justement des redirections vers la pornographie. Alors que si on a une vision, je dirais, catholique traditionnelle, l'homme et la femme doivent se préserver, donc pas de rapport sexuel, pas de tentation, jusqu'au mariage. Et le mariage est, je dirais, l'aboutissement d'une préparation qui aboutira ensuite sur la famille et sur les enfants. Encore une fois, lorsqu'on a des rapports sexuels de manière incontrôlée, ça nuit à l'anthropologie, puisqu'évidemment on a des rapports sexuels pour rien. Pour rien. On tire à blanc, si j'ose dire. Puisque le but du rapport sexuel, c'est l'enfant, c'est la descendance, c'est la lignée. En plus, malheureusement, de plus en plus, on prend des risques à attraper des maladies. MST, IST, etc. Enfin, voilà. Et ça, je pense qu'il faut préserver et la femme et l'homme. Et pas tomber dans le piège que vous évoquiez précédemment du masculinisme, qui nous dit, comme Andrew Tate notamment, ou Thaïs Descuffon, qui nous dit, voilà, des vulgarités inimaginables du style une clé ouvre plusieurs portes. Sous-entendu, un homme peut avoir plusieurs femmes, ça pose pas de problème. Acheter des grosses voitures, dépenser beaucoup d'argent, ayez plein de prétendantes. Je crois qu'Andrew Tate revendique le fait d'avoir plus de 15 enfants, je crois, puisqu'il a eu plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Puis, le problème, c'est que cet homme dit traditionnel, mais qui est une arnaque, est mis en avant aussi par la plupart des milieux conservateurs comme étant un modèle, alors que c'est une arnaque complète. Et qu'il nuit totalement,
en tout cas au combat que je prône, celui de la contre-révolution, et celui d'avoir une harmonie entre l'homme et la femme pour ensuite aboutir aux enfants et à la fidélité et à tout ce qui s'ensuit. Ce qu'on peut dire en conclusion, je m'adresse aux jeunes femmes et aux jeunes hommes de bonne foi, c'est préservez-vous, lisez, construisez soit une entreprise, soit un projet, soit des choses qui vont contribuer au peu qui nous reste de civilisation. Ne tombez pas dans des pièges faciles, car on le sait, tout bête, hein, mais on dit toujours dès que c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Mais je veux dire peut-être quelque chose d'un peu plus élaboré. C'est que dès que c'est facile, c'est que c'est pas la bonne direction. Ce n'est que c'est pas la bonne direction. Choisissez ce qui est difficile. Et qu'est-ce qui est difficile de nos jours? Rester fidèle, s'engager, prendre des risques et pas tomber dans l'espèce de bassesse où on nous dit que la pornographie c'est rien de mal, qu'avoir plusieurs partenaires sexuels c'est cool. Non, c'est pas cool en fait. C'est catastrophique. Et moi je dis à mes amis, proches ou moins proches, si vous êtes en couple, arrêtez d'être en couple. C'est Squeezie qui est en couple. Si vous êtes des hommes normalement constitués, vous vous engagez avec une femme dans le but d'avoir une famille et des enfants. Mais le couple, c'est Squeezie qui est en couple. Et Squeezie, c'est l'adolescent éternel. Comme la plupart des gens qu'on voit de nos jours, qui ont, ou des McFly et Carlito, des youtubeurs qui ont 40 ans et qui s'habillent comme des gamins de 15 ans et demi. Je pense que là aussi, c'est la chose compliquée à faire et à choisir. C'est évidemment le choix de la contre-révolution. Et donc, malgré tout, de se dédier à une femme, dès qu'on l'a choisie, et qu'elle correspond à nos attentes, etc., et de s'engager. Parce que sinon, c'est pas possible. On le voit bien déjà, les résultats à l'heure actuelle. Pour moi, au niveau naturel et matériel, c'est terminé. Puisqu'en fait, les dégâts révolutionnaires sont tellement catastrophiques. Mais si les personnes, malgré tout, veulent sauver leur âme, ou s'ils y croient, tout simplement, j'espère qu'il y en a encore qui y croient, c'est le chemin à prendre. Mais si vous voulez continuer à aller dans la décadence en pensant que c'est cool d'avoir plein de filles, vous trompez. En tout cas, les anciens pensaient que lorsque les personnes s'écartent de la voie naturelle, celle à laquelle vous faites référence, ou luttent pour changer leur rôle, l'harmonie est perdue et les familles s'effondreront de toute évidence. C'est effectivement un peu ce qu'on constate aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut dire qu'effectivement, c'est bien le manque d'harmonie entre l'homme et la femme qui conduit aujourd'hui à ces problèmes qu'on voit dans la société. Merci d'avoir amené un petit peu de perspective à toute cette question de la féminité. La nature féminine, douce et gentille, est en fait une force puissante. Vous l'avez un peu évoqué, mais c'est une force puissante qui accomplit, qui nourrit la vie elle-même. Et pour une femme, embrasser cette nature féminine, ça signifie pas forcément qu'elle se rabaisse ou qu'elle se sacrifie, mais au contraire, selon toutes les traditions, vous l'avez dit, la tradition occidentale, la tradition orientale également, ça témoigne de sa volonté de suivre son destin, finalement sa destinée. Est-ce que vous avez une citation ou quelque chose à ajouter? J'avais une autre phrase de l'abbé Charles Grimaud aussi. Or, il y a dans l'âme féminine un trésor d'une richesse inestimable, et d'où, si on sait l'exploiter, sortiront comme d'une mine d'un prix incalculable les lingots pesants qui solliciteront le fléau de la liberté. Ce trésor s'appelle le sentiment de la maternité. C'est différent de ce qu'on peut entendre aujourd'hui par rapport à toutes ces revendications en lien avec la maternité, justement, qui devrait ne pas être une obligation pour les femmes. Vous le voyez en tout cas comme un privilège d'être mère, finalement. Mais tout à fait. La tradition a beaucoup à apporter et je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez bien montré. C'est une chose importante. Donc je vous remercie beaucoup, Monsieur Mestre. Merci à vous, merci beaucoup. Et j'espère à bientôt pour poursuivre la discussion, ou peut-être sous forme d'un débat, une fois avec une personne qui n'est pas forcément d'accord avec vous. Si vous oui, avec plaisir, avec plaisir. Je suis ouvert à tous les débats, à toutes les discussions. Avec plaisir. Alors, à tout bientôt. Merci.